Je veux revenir sur d'abord les conséquences vues ce matin de l'élevage, de la souffrance animale sur les enfants, la violence sur les travailleurs et sur l'environnement et la santé. Ces conséquences, ici, dans mon propos, nous les appellerons risques, qui intègrent la notion de probabilité de l'événement. Pour le sociologue allemand Ulrich Beck, auteur de La société du risque, il désigne un futur qu'il s'agit d'empêcher d'advenir. Et pour cela, il faut d'abord identifier les risques. L'actualité des derniers mois, comme les précédents d'ailleurs, ont été tragiques. La grippe aviaire, qui a conduit à l'abattage de plusieurs millions de canards, la fraude sur la viande et les poissons au Brésil et en Chine, l'accélération de la montée des océans, plus récemment dans les Landes, l'exécution, dont on a parlé ce matin, de 150 macaques d'un parc animalier. Tout cela dans un contexte économique, social et politique profondément déstabilisé, accéléré par un essor démographique considérable. Nous serons près de 10 milliards d'êtres humains en 2050. Pour un grand nombre de rapports réalisés par les experts illustrent ce que l'on vient de dire et sont publiés par des organisations internationales de renommée. Et elles nous permettent de comprendre ces risques. Par exemple, ici, les rapports de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, sur l'élevage, les forêts, la pêche, les conclusions de l'Organisation mondiale pour la santé établissant les liens entre consommation de viande et cancer, le rapport du World Economic Forum sur les risques globaux, les travaux de recherche du prestigieux Royal Institute of International Affairs, le Chatham House, les perspectives de Citi, une des plus grandes institutions financières, et bien sûr le rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental pour l'évolution du climat. Tous ces rapports révèlent une chose, c'est notre vulnérabilité, et une terrible réalité, c'est un risque de catastrophe globale. Lorsque la catastrophe est annoncée dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, de Jean Giraudoux, Andromaque dit à Cassandre « Cela ne te fatigue pas de ne voir et de ne prévoir que l'effroyable ?» Cassandre lui répond « Je ne vois rien, Andromaque, je ne prévois rien, je tiens compte seulement de deux bêtises, celle des hommes et celle des éléments. » Ici, les éléments, ce sont ceux qui nous empêchent de réaliser que nous sommes engagés aujourd'hui dans cette catastrophe et que notre responsabilité collective sur la planète est engagée dans la préservation de notre bien-être et celui des êtres vivants qui nous entourent. Si on réalise un travail de prospective à long terme, que serions-nous prêts à accepter pour les générations futures? En poursuivant ce rapport dénaturé que l'on a avec les animaux, à la fois dans les modes de vie, corrida, cirque, de production, la fourrure, de consommation, et là je pense à l'alimentation, que sommes-nous prêts à sacrifier pour demain? Poser toutes ces questions, c'est examiner l'acceptabilité sociale du risque. À ce titre, sur Jared Diamond, biologiste de l'évolution, Jared Diamond, biologiste de l'évolution, physiologiste, professeur de géographie à l'Université de Californie à Los Angeles, publie dans son ouvrage « Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie », que l'effondrement n'est pas seulement lié à l'écologie, mais à un ensemble de facteurs qui peuvent mettre en péril notre civilisation. Les dommages environnementaux, le changement climatique, l'hostilité des voisins, les alliances commerciales qui peuvent s'établir et entraîner des alliances diplomatiques. Mais le cinquième facteur, et c'est celui qui nous intéresse ici, c'est que les sociétés qui ne sont pas en mesure d'identifier les risques et de penser l'acceptabilité sociale ne réalisent pas l'effondrement qui est en cours et vont droit vers la catastrophe. Cette pensée, Renan Larue, docteur en lettres modernes, professeur à l'Université de Californie à Santa Barbara, lauréat du prix La Bruyère de l'Académie française, a remonté le temps. L'histoire du végétarisme est celle d'un débat ancien et fascinant, qui porte moins sur les animaux ou l'alimentation que sur l'espèce humaine, ses devoirs, ses prérogatives, sa place dans l'univers, sa nature biologique et spirituelle. Nous disposons d'une grille de lecture basée donc sur un système de référence complexe qui nous empêche, sauf aujourd'hui, de réfléchir sereinement sur le sujet. Identifier notre exposition au risque et l'acceptabilité sociale du risque, c'est la condition préalable de l'action publique. La prise de conscience n'est pas inexistante. La transition est déjà engagée. Mais qu'en est-il vraiment? C'est le vrai défi qui nous est posé. C'est d'être en mesure de déterminer s'il s'agit d'une politique publique ambitieuse et juste.
Engager une politique ambitieuse, c'est sortir de la pensée unique, c'est mobiliser tous les acteurs pour envisager un modèle de développement qui réponde véritablement aux défis environnementaux, sociaux, politiques, économiques et culturels. Engager une politique juste, c'est construire une société qui s'appuie sur l'éthique, la morale et la justice, en protégeant ceux parmi nous qui sont les plus précaires, les plus vulnérables. Et cette solidarité commencera par une pleine reconnaissance de la sensibilité des animaux non humains. Pour Duška Marković, élu dans le 18e arrondissement à Paris, chargé du développement durable, de l'alimentation et de l'environnement, il faut faire un contre-pouvoir citoyen pour faire naître une gouvernance alimentaire et donner du poids supplémentaire aux citoyens au sein d'un collectif pour recréer un nouvel équilibre dans les forces. Il s'agit de politiser le mouvement, qu'il soit une porte d'entrée vers un nouveau modèle économique et social. Pour cela, il faudrait une exigence démocratique, que l'ensemble des forces vives de la nation puissent conseiller les élus et participer à l'élaboration des politiques publiques. Il faut favoriser le dialogue entre les catégories socio-professionnelles, dont parfois les préoccupations sont différentes à l'origine. Elles se rapprochent finalement dans l'élaboration de propositions d'intérêt général. J'en profite pour saluer les membres ici présents des syndicats de l'élevage et de la chasse, pour avoir accepté l'invitation de Monsieur le sénateur Jean Dessessart et de l'association L214. La confrontation des idées doit se poursuivre de manière apaisée dans un seul objectif, c'est la résilience de notre société. Les autres priorités, c'est contribuer à l'évaluation des politiques publiques, promouvoir une coopération avec les collectivités territoriales et les partenaires à l'international, et enfin, contribuer à l'information des citoyens. C'est essentiel. Et toutes ces propositions, justement, s'inscrivent, sont les compétences et les missions du CESE. C'est le Conseil économique, social et environnemental. C'est le 3e Parlement, après l'Assemblée nationale et le Sénat, au sein duquel nous sommes réunis ici. Il faut mettre en place les conditions d'un dialogue constructif en engageant le CESE sur l'identification et l'acceptabilité sociale des risques liés à notre rapport dénaturé avec les animaux et de l'ouvrir à de nouveaux membres pour que cette Assemblée soit encore plus représentative. Pour initier cette transition, les services de l'État doivent également être pleinement mobilisés pour engager une politique cohérente. Les leviers sont nombreux, l'action publique peut être déployée de manière transversale. Ici, d'ailleurs, le précédent gouvernement s'était engagé sur une stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable pour la période 2015-2020. C'est qui présente, je cite, une vision commune pour tendre vers une société plus sobre à l'horizon 2020 en proposant des leviers adéquats pour accélérer et accompagner la transformation du modèle économique et social et en renforçant la pédagogie et la gouvernance pour favoriser l'appropriation et l'action de tous. Ce modèle, il peut être celui de la mutation, justement, et peut s'inscrire dans le cadre de cette stratégie, avec, bien sûr, d'autres priorités, qui est la lutte contre la souffrance animale et la végétalisation de l'alimentation. Des objectifs plus ambitieux et plus justes. Ceux qui s'attendaient à une révolution, ou une guerre même, ou je ne sais quoi, constatent que le progrès à l'égard des animaux peut s'inscrire dans le cadre des institutions. Une politique globale doit être menée sous l'autorité du Premier ministre ou, par exemple, auprès d'un grand ministère d'État de la transition écologique et solidaire. Et les initiatives en France sont nombreuses. Le rapport de la commission d'enquête sur les conditions d'abattage des animaux dans les abattoirs, l'Observatoire politique et animaux, le manifeste animal politique, on l'a vu plus tôt, c'est 30 propositions pour mettre la cause animale au cœur des enjeux politiques. Le programme Veggie de l'Association végétarienne de France, le scénario After Terre 2050, les propositions des groupes de travail de l'ensemble des formations politiques que l'on a pu découvrir lors de la campagne présidentielle. La cause animale ne se range pas derrière un parti ou derrière une couleur. La cause animale est le combat de tous les progressistes, tous ceux qui souhaitent inventer l'avenir. Et pour voir plus concrètement quelles pourraient être les propositions qui s'inscriraient dans le cadre de cette stratégie, sans avoir l'ambition de faire une revue exhaustive des politiques publiques, ni un guide de bonne pratique, mais juste d'ouvrir le champ des possibles. Et dans le cadre toujours de la stratégie de développement durable, puisqu'elle est déjà engagée. Donc autant s'inscrire dedans et pouvoir utiliser les mêmes éléments de langage que ceux qui se sont engagés dans cette stratégie. D'abord, développer des territoires solidaires et résilients. Par l'aménagement du territoire, réviser le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, et le plan local d'urbanisme, à travers des mesures locales plus contraignantes pour protéger les paysages et la biodiversité.
Au niveau des collectivités territoriales, nous venons de voir le repas végétalien dans les cantines avec une alternative végétale obligatoire. À toutes les échelles, dans tous les établissements publics, on a aujourd'hui la capacité de le faire. Mais surtout, et on en a parlé tout à l'heure, il y a une chose par laquelle on doit commencer toute discussion, c'est retirer ce fameux décret du 30 septembre 2011 qui rend la viande obligatoire à tous les repas, à la cantine. C'est un non-sens. Barcelone, Berlin, Londres, Lisbonne, Copenhague, tous sont en avance sur ces sujets. Quand on a l'occasion de rencontrer ces personnes qui sont engagées à l'international, et Paris ne peut pas rester immobile en regardant ce qui se passe ailleurs. Dans les Outre-mer, on peut faire des territoires ultramarins au climat favorable des partenaires de la métropole. Et en termes de défense, nous pouvons disposer d'une autonomie alimentaire et de réserve en cas de crise. Le deuxième axe des territoires solidaires et résilients, c'est s'engager dans l'économie circulaire et sobre en carbone. Pour l'énergie, il y a le méthane entérique qui est le P des vaches. Et il a provoqué des rires lors des discussions, alors qu'ici, il s'agit de l'équivalent de dizaines de milliers de voitures qui sont en pleine ville. Donc il faut le prendre en compte dans les émissions de gaz à effet de serre. Là aussi, c'est un non-sens. Le troisième axe, c'est la santé. La reconnaissance du risque de notre alimentation par les autorités compétentes. Renforcer la formation des médecins et réviser le PNNS. D'ailleurs, les dernières recommandations sur la viande vont dans le bon sens, mais restent vraiment insuffisantes. Et inventer un nouveau modèle. Inventer un nouveau modèle, c'est à travers la formation professionnelle. Former les cuisiniers, parce que lorsque nous allons passer sur des alternatives végétariennes dans les cantines, il va falloir former à la préservation de la biodiversité dans les formations agricoles. Il faut changer le budget de l'État, la fiscalité, pour réorienter la production de protéines animales vers les protéines végétales, pour créer un cercle vertueux et favoriser l'installation d'agriculture bio. À l'étranger, il est même envisagé de taxer la viande. Ce n'est pas mon propos ici, vous l'avez remarqué. Dans le numérique, nous pouvons accompagner la transition alimentaire grâce aux nouveaux outils du numérique. Sensibilisation, circuits courts, applications, smartphones. Paradoxalement, cette réalité virtuelle peut reconnecter les individus à la nature. Et pour ma part, j'observe tout cela avec une grande bienveillance. L'agriculture, il faut fonder un modèle agricole tourné vers les protéines végétales et, bien sûr, par rapport aux subventions, conditionner les aides à l'agriculture avec des objectifs liés au contexte social, environnemental, l'aménagement du territoire et la souffrance animale. Et bien sûr, en priorité pour l'agriculture, il y a beaucoup de choses à faire et ce sera le cas des études. Mais on en a parlé ce matin. S'il y a une chose à faire en premier, c'est interdire l'abattage des vaches gestantes. C'est notre humanité qui est en jeu. Corinne Pelluchon disait que tout ce rapport aux animaux est comme un miroir. Et lorsque nous voyons cet exemple de l'abattage des vaches gestantes, elle dit que c'est le visage blafard d'une humanité en train de perdre son âme. Et elle fait référence à ces dysfonctionnements qui y sont liés. Ces dysfonctionnements sont les risques que l'on voit et ces propositions sont des réponses aux risques. Aujourd'hui, la moyenne d'âge des agriculteurs est de 52 ans. L'idée, c'est de les accompagner jusqu'à la retraite, mais surtout de ne pas renouveler certaines de leurs activités. Pour l'alimentation, réviser la politique publique de l'alimentation et y intégrer la végétalisation de nos assiettes. Pour l'économie et l'emploi, c'est souvent la question qui est posée lors des différents débats où on a pu assister. Qu'est-ce qu'on fait en fait de toutes ces personnes qui travaillent déjà là-dessus ? Tout le monde aura un emploi, puisque nous envisagerons un investissement d'avenir, appuyer l'innovation, l'entrepreneuriat, la création d'emplois dans les produits transformés d'origine végétale. Il faut mobiliser France Stratégie, c'est un organisme de concertation et de réflexion, et nous mettrons en commun toutes les idées pour avancer dans ce sens. Sixième axe, c'est la production de connaissances, la recherche et l'innovation, avec l'enseignement supérieur pour orienter les formations vers une production végétale. Et dans la recherche, renforcer la recherche académique et scientifique et mieux connaître le fonctionnement des écosystèmes. Adopter enfin une démarche inclusive, c'est éduquer,
former et sensibiliser par l'éducation. Dès le plus jeune âge, la semaine du goût orientée sur les protéines végétales, classe verte, échange scolaire en Europe, autour de la thématique, et l'interdiction de la présence des chasseurs dans les écoles. Pour la culture, permettre une meilleure connaissance de l'alimentation dans le temps et dans l'espace. Il faut également sensibiliser les sportifs à l'existence de régimes sans protéines animales et interdire sur le territoire national des publicités promouvant les protéines animales et les produits sucrés en marge des événements officiels. Ici, nous avons caché la marque qui est le sponsor de l'équipe de France et qui est sur 3 mètres x 2 mètres dans les transports en commun. Ce n'est pas acceptable et même Domino's est partenaire de la Ligue 2, Quick pour l'Olympique de Marseille, McDonald's des Jeux Olympiques, et c'est la promotion systématique de risques en fait, qui sont amenés à advenir pour des intérêts privés. Cela n'est pas acceptable et il faut que nous nous mobilisons et qu'à chaque fois qu'il y a un exemple de ce genre, voir comment il est possible de l'interdire. Il faut informer les consommateurs sur le mode de production des produits importés. La pêche profonde, par exemple, et le faire en connaissance de cause, faire la promotion des alternatives végétales et mobiliser les acteurs à toutes les échelles. Dans la vie associative, il faut renforcer le rôle de la société civile en subventionnant des projets d'intérêt général liés à l'éducation, à l'alimentation responsable et à la protection des animaux. En la justice, il faut protéger les lanceurs d'alerte et l'exemple des vidéos de L214 seront représentatives. Il y aura besoin d'une société civile forte pour répondre aux nouveaux enjeux. Au niveau institutionnel, nous avons vu tout à l'heure de mobiliser le Conseil économique et social, mais également le Parlement dans lequel nous sommes, ici le Sénat. Et d'ailleurs, le projet de loi qui était à l'Assemblée va passer au Sénat et nous espérons qu'à la rentrée, il y aura des suites. Il faut également revoir en Europe la légitimité de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, et s'assurer de garanties sur la sécurité, sur la santé et l'alimentation dans les traités internationaux. Le CETA, le TAFTA, on va regarder en détail qu'est-ce qui est proposé. Il faut que toute la société civile se mobilise pour comprendre. À l'international, nous pouvons renforcer la solidarité internationale en mobilisant les instruments de l'Agence française de développement, encourager les secteurs du tourisme à s'adapter au régime alimentaire, parce qu'aujourd'hui, les internationaux viennent à Paris et se demandent pourquoi est-ce que l'évolution est si lente. Il s'agit d'une démarche concrète de transition alimentaire. L'État seul ne peut pas tout, mais il peut entraîner la société civile et les industriels. Pour Georges Clemenceau, dont la salle dans laquelle nous sommes réunis ici porte le nom, il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous devons collectivement réfléchir à ce que l'on veut et mobiliser les concepts de risque pour imaginer un nouvel axe décloisonné de politique publique en France pour dépasser la catastrophe qui se profile à l'horizon. Merci.